Alors notre responsabilité, elle est à chacun et collectivement, elle est immense. Il ne s'agit pas du tout de la nier. C'est bien pour ça que je reviens toujours à cette idée qui finalement est celle qui est la seule qui peut séparer et distinguer les hommes les uns des autres et les responsables politiques les uns des autres. Sommes-nous capables de tirer des leçons? Sommes-nous capables de changer? Sommes-nous capables de nous changer nous-mêmes? J'avais inventé un concept en politique pour les nouveaux présidents élus, dans un temps où, pour devenir président, il fallait 30 ans, 40 ans, et pas 3 mois comme aujourd'hui pour être apprenti président ou apprenti Premier ministre. Dans cette époque-là, j'avais inventé le concept de métamorphose. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes investi de cette charge épouvantablement lourde, difficile, vous devez être imprégné d'une gravité, vous devez être imprégné d'une humilité, vous devez être imprégné d'une sobriété dans la conduite de vous-même et de la nation qui vous amène constamment à l'inquiétude. On ne dort pas. C'est le sujet qui pose au centre la question du service. Et donc, la responsabilité, elle est immense, je ne l'ai jamais niée. C'est comme s'interroger aujourd'hui sur la responsabilité de qui a commencé dans le dossier israélo-palestinien. On ne s'en sort jamais comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avance pas si on s'enferme dans la querelle des responsabilités. C'est la querelle de la cause et de l'effet, de la poule et de l'œuf. Donc, il faut avancer avec l'idée, qui me paraît être le premier acte de toute reconstruction. Quelles leçons on a tirées d'un certain nombre d'échecs, d'un certain nombre de mauvais choix, d'un certain nombre de mensonges, d'usurpations. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que la France s'est constituée depuis 1945, beaucoup par l'omission. Vous écrivez même une sorte de mythologie, de contre-mythologie, de légendaire, en fait. Je pense. Dans lequel vous incluez le légendaire gaulliste de votre propre famille. Et de façon critique, résistance et collaboration. Est-ce qu'il fallait à ce point-là nier cette passion de notre histoire plutôt que de la confronter? Est-ce que, face à la décolonisation, il fallait nier à ce point-là les exactions, les crimes? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français et figure incontournable de la politique internationale, livre une analyse décapante de la présidence de Donald Trump, qu'il considère comme un défi pour l'équilibre mondial. De Villepin, avec sa sagesse et sa clairvoyance, dénonce la politique isolationniste et destructrice de Trump, qui, selon lui, ne fait qu'aggraver les fractures géopolitiques et miner les alliances historiques qui ont façonné l'ordre mondial d'après-guerre. En s'attaquant aux décisions de l'ex-président américain, De Villepin décrit un monde où l'Amérique, sous la direction de Trump, semble se détourner de ses responsabilités et de ses engagements internationaux, au mépris de l'équilibre mondial et des principes de coopération entre nations. De Villepin n'hésite pas à qualifier l'attitude de Trump d'irresponsable, mettant en lumière sa tendance à se moquer des institutions internationales et à ignorer les règles de coopération multilatérale. Pour lui, l'Amérique de Trump incarne un repli qui déstabilise non seulement la scène internationale, mais qui menace également les valeurs fondamentales de démocratie, de liberté et de respect des droits humains. En particulier, il critique l'approche belliqueuse et populiste de Trump, qu'il juge dangereuse et divisive, tant sur la scène intérieure qu'à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire, les choses sont tragiques. Nous sommes au pied du mur. Nous sommes au pied du mur parce que nous subissons un choc, ou nous allons subir un choc que nous voyons venir depuis maintenant des années, auquel nous aurions dû nous préparer, qui va amener à une confrontation du monde. Le 14 février 2003, quand je prends la parole aux Nations Unies, dans le cadre du combat que nous menons, nous Français, au nom du peuple français, et sous l'égide de Jacques Chirac, nous avons conscience que quelque chose se joue à ce moment-là, dans l'histoire du monde, qu'il s'agit d'éviter. C'est le choc des civilisations. C'est la place de l'homme dans l'histoire. La place de l'homme face à ces grands dinosaures, ces grandes menaces que sont l'aveuglement technologique, l'aveuglement militaire. Et aujourd'hui, nous y voilà. Nous voilà devant ce qui va constituer la grande bataille des modèles. Le modèle américain, avec l'avènement de Trump,
qui n'est pas seulement Trump, mais tous ceux qui l'entourent, tous ces hiérarques de la technologie, je n'ose pas dire oligarques, dont Elon Musk est l'un des plus représentants. Il ne faut pas oublier qu'il est d'abord un homme d'affaires. Ce n'est pas un savant fou, Elon Musk. Cette croyance dans la force de la puissance est aujourd'hui sans limite, sans règle. Elle pousse jusqu'à la conquête annoncée du Groenland, la prise du Panama, l'alignement du Canada. Et face à cette puissance, on voit bien que l'idée que nous avons des États-Unis, ce pourquoi nous aimons et nous avons aimé les États-Unis, pourquoi nous avons lutté pour l'indépendance américaine, eh bien, tout cela est bien loin. Nous sommes là aujourd'hui pour cette Amérique-là dans une bataille de la puissance. Et à l'opposé, nous avons un modèle chinois qui, lui, est construit d'abord sur une leçon tirée de l'histoire, chacun apprend de l'histoire, qui est d'abord fondée sur une nécessité du contrôle de la société. 1989, c'est une date qu'on a retenue à moitié. La répression de Tiananmen, très violente. Oui, mais nous, on a retenu la chute du mur de Berlin. On a oublié Tiananmen. Les Chinois, eux, n'ont pas oublié ce à quoi ils ont été confrontés, pas plus qu'ils n'ont oublié la chute du mur de Berlin. Ils ont compris que la clé de tout, c'est de contrôler la société. C'est la force du collectif, ce qui correspond en plus à une longue tradition et histoire de leur pays. Donc, un modèle fondé sur la puissance, un modèle fondé sur le contrôle, qui après permet et autorise d'autres aventures. Et nous, qui sommes-nous dans tout ça ? Eh bien, nous sommes les héritiers, les gardiens du droit, d'une certaine idée de coopération entre les hommes, mais surtout, nous sommes les gardiens d'une idée de l'homme, dont la Révolution française s'est fait le promoteur, l'homme nu, l'homme dans son universalité, l'homme libre et égaux en droit. Et nous voyons bien que, face à nous, c'est une autre conception de l'homme. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui l'individualisme roi. Ce n'est pas le citoyen, comme chez nous. Et en Chine, et dans un certain nombre de pays autoritaires, c'est le collectif qui prime l'individu et le citoyen. Nous, nous mettons au cœur le citoyen, la conscience du citoyen. C'est dire que nous parlions sur l'éducation, sur la liberté. Vous voyez bien que dans ce choc des mondes, inévitablement, il y a un formidable combat à mener. Et dans cette situation, quelle est aujourd'hui la réponse annoncée face à ce choc tragique où va se jouer notre identité humaine ? Réponse annoncée, présidente de la Commission européenne, qu'allez-vous faire face aux menaces que Donald Trump annonce ? Réponse, eh bien, nous allons acheter davantage de gaz de schiste. On va amadouer M. Trump. Réponse de la Banque centrale européenne. On va acheter davantage d'armements américains. On n'a pas compris la nature du choc qui vient. L'enjeu du monde d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'homme universel existe ? Est-ce que l'autre existe ? C'est une certaine conception de l'homme, de l'autre, de l'altérité, de l'humanité commune qui aujourd'hui est en cause. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, j'allais dire modestement, comme il s'agissait hier de se battre contre une puissance américaine débridée, aveugle aux réalités du Proche et du Moyen-Orient, aujourd'hui il faut faire face à une Amérique qui ne comprend pas le monde, ne connaît pas le monde, mais pire que ça, se moque du monde. Parce que pour l'Amérique, ce qui compte, c'est l'Amérique. Tout le reste n'est qu'une variable d'ajustement. Et c'est pour cela qu'il joue avec tellement de facilité sur l'insécurité européenne. Ah, vous voulez de la sécurité ? Eh bien, achetez les armes américaines. Ah, vous voulez de la prospérité ? Eh bien, payez davantage de droits de douane, faites des concessions. Ce système de prédation et de vassalisation, il est en marche, avec une idée très très forte que portent ces hommes de technologie qui accompagnent Donald Trump. Ici, nous avons une exposition dans ce très beau Quai Branly sur les zombies. Les zombies où la mort n'est pas une fin. N'est pas une fin. La question qui nous est posée aujourd'hui. Les zombies, oui, nous allons vivre à l'époque de l'intelligence artificielle. Les zombies ou la mort de l'homme. Eh bien, l'Europe, elle est là pour garder vivante cette
conception d'une idée de l'homme, d'une fraternité possible, d'une solidarité possible. Et nous voyons très bien que ce combat n'est pas un combat de poète, c'est un combat extraordinairement réel. Nous l'avons vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il s'agissait d'aller vers une plus grande pureté raciale. Eh bien, nous voyons aujourd'hui que l'hégémonisme technologique peut conduire aussi à une pureté qui réduise l'homme à un ensemble de données et lui confère certes l'éternité, mais pas par les astres. Cette fois-ci, c'est l'éternité par la donnée, c'est-à-dire sans l'homme. Je vous écoute attentivement et ce que vous dites est très conforme à comment votre voix occupe une place particulière depuis les débats provoqués par le 7 octobre, par cette réaction du pouvoir israélien face à ces massacres ressentis aussi comme une menace vitale. On fait la comparaison avec 2001. Et du coup, parti dans une guerre sans fin jusqu'à des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire l'accusation et le soupçon par beaucoup d'ONG de génocide. Alors, je vous écoute et en même temps, je me dis, cette parole fait du bien. Et en même temps, n'est-il pas trop tard? Vous avez dit nous sommes autre chose, nous défendons autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas commode? Est-ce que cette situation, ce qui surgit tout autour de nous, qui ne s'appelle pas que Trump, il s'appelle Orban, il s'appelle Meloni, il s'appelle aussi l'extrême droitisation du débat public en France, c'est nous aussi. Comme Hitler venait de la civilisation européenne, n'était pas extérieur, c'était l'hubris de la civilisation européenne elle-même. Ce qui nous arrive là, et on le voit bien dans votre dernier livre, Mémoires de paix pour temps de guerre, qui est paru en 2016, c'est cela que vous revisitez. Et j'ai envie de vous dire, mais comment, au-delà des paroles, vous qui avez été au cœur du diagnostic, l'Élysée, les Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, Matignon, tout cela avec Jacques Chirac, et c'est pour ça que aussi j'ai choisi ce lieu, justement dans l'idée de la diversité, de la fragilité du monde, de la curiosité à l'égard de la diversité du monde. Quelle est notre responsabilité ? Alors notre responsabilité, elle est à chacun et collectivement, elle est immense. Il ne s'agit pas du tout de la nier. C'est bien pour ça que je reviens toujours à cette idée qui finalement est celle qui est la seule qui peut séparer et distinguer les hommes les uns des autres et les responsables politiques les uns des autres. Sommes-nous capables de tirer des leçons? Sommes-nous capables de changer? Sommes-nous capables de nous changer nous-mêmes? J'avais inventé un concept en politique pour les nouveaux présidents élus, dans un temps où, pour devenir président, il fallait 30 ans, 40 ans, et pas 3 mois, comme aujourd'hui, pour être apprenti président ou apprenti Premier ministre. Dans cette époque-là, j'avais inventé le concept de métamorphose. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes investi de cette charge épouvantablement lourde, difficile, vous devez être imprégné d'une gravité, vous devez être imprégné d'une humilité, vous devez être imprégné d'une sobriété dans la conduite de vous-même et de la nation qui vous amène constamment à l'inquiétude. On ne dort pas. C'est le sujet qui pose au centre la question du service. Et donc, la responsabilité, elle est immense, je ne l'ai jamais niée. C'est comme s'interroger aujourd'hui sur la responsabilité de qui a commencé dans le dossier israélo-palestinien. On ne s'en sort jamais comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avance pas si on s'enferme dans la querelle des responsabilités. C'est la querelle de la cause et de l'effet, de la poule et de l'œuf. Donc, il faut avancer avec l'idée, qui me paraît être le premier acte de toute reconstruction. Quelles leçons on a tirées d'un certain nombre d'échecs, d'un certain nombre de mauvais choix, d'un certain nombre de mensonges, d'usurpations. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que la France s'est constituée depuis 1945, beaucoup par l'omission. Vous écrivez même une sorte de mythologie, de contre-mythologie, de légendaire, en fait. Je pense. Dans lequel vous incluez le légendaire gaulliste de votre propre famille. Et de façon critique, résistance et collaboration. Est-ce qu'il fallait à ce point-là nier cette passion de notre histoire plutôt que de la confronter? Est-ce que, face à la décolonisation, il fallait nier à ce point-là les exactions, les crimes? Est-ce que, face à la construction de l'Europe, il fallait à ce point-là nier un certain nombre de réalités auxquelles nous avions décidé de nous référer? Faire face à nos parts d'ombre.
Oui, et pareil face à la mondialisation, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, c'est une des grandes bifurcations du monde contemporain. Une des grandes clés pour comprendre pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui arrive avec tant de violence, c'est qu'il y a eu dans la mondialisation un retournement. Cette mondialisation qui a servi le monde libéral et les démocraties libérales pendant des années, avec cette question centrale, fallait-il faire entrer ou non la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, elle s'est retournée. Tout à coup, ceux qui bénéficiaient de la mondialisation ont cessé d'en bénéficier. Et ce sont d'autres. Ce sont les Chinois qui se sont enrichis, ce sont les Brésiliens qui se sont enrichis, ce sont les BRICS qui se sont enrichis. Et aujourd'hui, nous n'avons d'autre souci que de nous barricader, de nous dire il faut se protéger de cette mondialisation. Alors on devient protectionniste, on devient belliciste et on devient occidentaliste. Dans cette évolution-là, eh bien, je comprends que les Français soient un peu perdus, parce qu'ils n'ont pas eu le fil du récit. On ne leur a pas tout dit, on ne leur a pas tout raconté. Et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Et c'est là qu'est le drame, beaucoup plus que dans la recherche des responsabilités. D'où vient ce mal-être français? D'où vient ce malheur français? Dans le fait que, dans un récit qui a été tronqué, qui a été en particulier gommé, il y a eu un reniement d'un certain nombre de nos devoirs. Nous avons, en quelque sorte, renié un certain nombre d'éléments de notre identité. Et en particulier, notre aspiration à l'universel, notre défense du citoyen. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, toute la politique française se construit autour d'un seul paramètre. Nous sommes une voiture qui n'a plus qu'un seul outil, qu'un seul organe, la pédale d'accélération. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus rien. On ne sait qu'accélérer. Chaque fois qu'il y a un problème en France, la réponse, c'est la surenchère. Il faut faire plus, il faut déporter plus, il faut sanctionner plus. C'est exactement comme en matière militaire. C'est-à-dire que tout s'est réduit à un champ de bataille dans lequel la seule réponse, c'est le marteau et on enfonce le clou. Cette logique-là de la surenchère, elle est mortelle pour une démocratie. On le constate aujourd'hui, ça mène à une impasse absolue. Ça ne donne pas les résultats espérés. Pas plus qu'Israël ne pourra prétendre obtenir dans la durée plus de sécurité en poussant sa guerre, non seulement à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Iran. Israël ne sera pas plus en sécurité. Temporairement, certes, mais il n'y aura jamais la paix. Ils ne seront jamais tranquilles. Ils dormiront toujours d'une oreille. Alors certains penseront que ça vaut mieux que rien. C'est pareil pour une démocratie. Si nous poursuivons dans la surenchère, il y aura toujours un nouvel ennemi à inventer, toujours un autre à accuser. Toute la question, c'est sommes-nous capables de refonder ensemble? Et sommes-nous capables de parier, non pas sur l'infantilisation, non pas sur l'exploitation des émotions de nos concitoyens, mais parier sur leur maturité, sur leur capacité à comprendre, à se mobiliser. Et donc, je crois qu'il y a un tournant pour nos démocraties qui est vital, qui est de changer de direction, qui est de changer d'outil, qui est de revenir à ce que doit être une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie se fait sans les citoyens, et se fait même contre les citoyens. Le drame d'Emmanuel Macron, et ce qu'il n'a à aucun moment compris, c'est qu'il a cru pouvoir gouverner contre les Français. Et les mandats successifs qu'il a eus, il a voulu les pousser dans la logique qui était la sienne de jeune homme issu d'un monde de la finance et de la technocratie et de la start-up nation. Il a cru toujours pouvoir le pousser, et il a cru pouvoir avoir raison contre tout le monde. Tous les avertissements qu'il a reçus ne l'ont pas fait changer d'avis. Il n'a jamais amendé, il n'a jamais tiré les leçons de ce qui lui arrivait. Et à force de pousser, eh bien on est dans le cul-de-sac qui est celui. À la fin de cette vidéo, les propos de Dominique de Villepin laissent une impression forte de lucidité et d'inquiétude face à la politique de Donald Trump et à ses répercussions sur l'ordre mondial. De Villepin, avec son expérience et sa perspective de diplomate, met en lumière un déclin inquiétant des principes qui ont guidé la diplomatie internationale pendant des décennies. Son analyse va au-delà d'une simple critique de Trump en tant qu'individu ou président, elle interroge une vision du monde qui privilégie l'égoïsme nationaliste et l'isolement plutôt que la coopération et l'harmonie entre les nations. Dans ses propos, il y a une urgence à réagir à cette situation, à comprendre que l'Amérique de Trump a non seulement mis en péril les relations internationales, mais a aussi provoqué un affaiblissement des alliances cruciales pour maintenir la paix et la stabilité mondiale.
Loin d'être fataliste, de Villepin appelle à une prise de conscience collective. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas trop tard pour reconstruire un ordre mondial basé sur le dialogue, la solidarité et le respect mutuel. De Villepin ne se contente pas de critiquer la politique américaine, il en appelle à l'action des autres nations, à un réveil des grandes puissances qui doivent faire face à cette Amérique, qui se moque du monde. Il plaide pour un renouveau du multilatéralisme et pour l'affirmation d'un leadership mondial capable de contrer l'isolement des États-Unis tout en préservant la paix et la coopération internationale.